Podcast Up, le rendez-vous qui fait du bien à votre TPE-PME, en partenariat avec Duno. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Podcast Up, l'émission qui fait du bien à votre TPE-PME, en partenariat avec Duno et le groupe Up qui vous propose des solutions exonérées qui augmentent la vitalité de votre entreprise et le bien-être de vos collaborateurs. Selon Pierre de Coubertin, chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau progrès, ce qui en d'autres termes veut dire « adaptez-vous ». Le « nous sommes en guerre » résonne encore à nos oreilles, les confinements, et pour quasiment tout le monde, c'est la découverte du travail à distance, le fameux télétravail. Une aubaine pour nombre d'entre nous, plus de temps passé dans les transports, on peut enfin profiter de sa famille, de son chez-soi, tout en travaillant, en étant a priori plus efficace. Oui, mais voilà. Quand on manage une équipe, il faut tout réapprendre. Quelle posture adopter ? Est-ce qu'il faut envoyer des mails toutes les 5 minutes pour montrer qu'on est présent ? Est-ce qu'on est obligé de lancer des réunions en vidéo à 9h pile tous les matins ? Quels outils utiliser ? Bref, autant de questions et plus encore que vous êtes certainement nombreux à vous être posés, voire même à vous poser encore. Mais heureusement, Sonia Levillain est là pour nous donner ses 7 conseils pour manager à distance, elle qui est l'auteure de l'excellente boîte à outils du management à distance chez Duno. Bonjour Sonia. Bonjour Richard. Pardon pour cette longue introduction, mais il fallait introduire le sujet et je crois que c'était important. Hein. Et elle posait très bien le contexte, en effet. C'est gentil. Merci Alors, à vous. Vous êtes la fondatrice de Travailler et Manager Autrement. Vous êtes également consultante en management durable. Je préfère Sustainable Management. Pour une fois, je préfère le terme anglais parce que durable, il y a une question, il y a une notion de on est soutenu par, alors que sustainable, pour moi, ça résiste à l'usure. Bref. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre ? D'abord, le fait d'être confrontée moi-même à cette logique de distance et d'observer tout ce que ça a pu générer chez moi dans ma manière de travailler. Alors même si dans mon travail de conseil et d'accompagnement des organisations, ça fait déjà pour ma part plus de 10 ans que je travaille de cette manière-là. Là, le contexte émotionnel, personnel dans lequel on était et malgré tout la digitalisation de l'ensemble des pratiques, des interventions, etc., pendant toute cette période a quand même amené une sacrée révolution, une nouvelle phase d'apprentissage extrêmement riche, extrêmement fatigante en même temps, énormément de remises en question. Donc, ce que j'ai vécu à mon petit niveau, j'ai eu envie de l'observer chez mes clients, de partager avec eux leurs questionnements, leurs réflexions et de voir un peu ce qui se passait au niveau des entreprises en général et au niveau de la recherche en général sur ces sujets. Du coup, ça a été l'occasion pour moi de poser l'ensemble de ces réflexions sur qu'est-ce qui changeait sur cette période en termes de pratique managériale, comment bien la vivre, qu'est-ce que ça nous apporte comme opportunité, et puis voilà quoi, comment essayer de garder de l'efficacité, de la durabilité dans ce contexte. Vous avez senti qu'il y avait une demande des managers ? Il n'y a pas eu une demande tout de suite. La demande, elle s'est plus faite sentir là sur le retour de presque la normale, où finalement la nouvelle normale n'est pas du tout la même que la précédente. C'est clair. Et où bon finalement dans les phases de confinement, tout le monde s'est adapté, bon an mal an. Tout le monde a fait face. Tout le monde a appris aussi de cette période-là, avec des choses qui ont bien marché, des choses qui ont moins bien marché, des éléments qui ont été très bien vécus, d'autres qui ont été très mal vécus. Donc chacun a construit sa propre expérience par rapport à ça. Mais finalement, pour les entreprises qui ont dû télétravailler, parce que c'est quand même pas le cas de tout le monde, c'est finalement une petite proportion par rapport à l'ensemble du paysage français. Pour les entreprises qui ont dû télétravailler, la phase d'apprentissage a été très importante. Et là, c'est le retour dans une forme hybride, c'est-à-dire à la fois avec du présentiel, mais également avec du télétravail, parce que maintenant c'est quand même rentré dans les mœurs et ça fait partie des demandes qui existaient depuis très longtemps déjà chez de nombreux collaborateurs, mais qui aujourd'hui sont absolument nécessaires si on veut garder les forces vives à bord.
Donc ça fait partie d'une vraie demande. Mais cela dit, maintenant, on rentre dans une logique de construction et une logique de long terme. Et donc, c'est vraiment maintenant que les questions se posent sur comment on fait pour que ça marche bien. Et c'est maintenant aussi que finalement, des questionnements complémentaires se posent. Et j'en suis ravie parce que je trouve que c'est vraiment une belle opportunité pour la vie des organisations et surtout pour la vie des équipes, à savoir, au-delà du travail hybride, du management hybride et de manager ces équipes à la fois en présentiel et à la fois à distance, comment je fais évoluer ma pratique managériale, parce que c'est pas simple de retrouver nos équipes en bon état et en bon état de fonctionnement dans ce nouveau contexte. Donc la réflexion est plus profonde en fait. Je comprends tout à fait. Justement, on va voir ça avec vous. Alors, vos 7 conseils pour bien manager à distance, évidemment. Eh bien oui, essayons. Alors, le premier. Alors le premier, et là je vais m'adresser particulièrement justement aux patrons et managers de PME, TPE, mais c'est le cas dans toutes les grosses structures également, c'est de la simplicité. Arrêtons de faire compliqué. Faisons preuve de simplicité et de souplesse. Parce que la situation est complexe, le monde est complexe, les problématiques auxquelles nous sommes confrontés sont complexes, et donc on ne remet pas de la complexité sur la complexité. Donc faisons simple. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie, comme vous l'avez souligné en introduction, que le télétravail, c'est censé être une solution d'agilité, d'efficacité, de préservation de soi, de son énergie. C'est un outil de motivation. C'est un outil qui permet de travailler de manière plus détendue et donc a priori plus efficace. C'est un bon outil pour prévenir certains risques physiques et certains risques psychosociaux. Donc c'est un outil qui est censé apporter beaucoup de bienfaits. Si ça devient une prise de tête autour du contrôle, si ça génère des crispations, si ça génère un surcroît d'administratif, si ça génère de la tension, du conflit, de l'injustice, c'est pas ça l'objet, c'est pas à ça que ça sert. Donc, si c'est ce qui est en train de se passer dans la structure qui essaye de mettre en place ce mode de fonctionnement hybride, bon, ça veut dire qu'on est dans l'erreur. Donc, pour réussir à faire simple, il faut essayer des petites choses et il faut se dire que tout ce qu'on met en place, ça n'est pas figé. On est dans une logique d'essai-erreur, on expérimente quelque chose, on expérimente cette mise en place, ça marche, on garde, ça marche pas, on change. Mais pas de prise de tête inutile sur le sujet, revenons à ce à quoi ça sert. Ça veut dire concrètement, parce qu'il faut aussi être concret, pas envoyer des mails toutes les 5 minutes, parce qu'il y a manager, ça s'apprend, hein, c'est pas toujours naturel. Manager, on a l'habitude d'être manager, on va dire, en présentiel, mais on a surtout l'habitude de gérer quelqu'un qui vient, on va dire, de 9h du matin à 17h. Or là, on ne le voit pas, on ne sait pas s'il travaille. Donc ça veut dire penser autrement, ça veut dire penser le résultat autrement en fait. Oui, tout à fait. Alors effectivement, dans votre première remarque, ça veut dire ne pas envoyer des mails toutes les 5 minutes. Mais oui, bien sûr, penser le résultat autrement. Mais oui, bien sûr. En fait, ça suppose, et ça fera partie des conseils qui vont suivre également, de remettre peut-être en question ses croyances et du coup ses pratiques. Si on a eu historiquement l'habitude d'être rassuré par le fait qu'on voit ses collaborateurs venir, arriver à une certaine heure, repartir à une certaine heure, on va avoir un petit travail sur soi à effectuer pour développer et instaurer une relation de confiance qui va être différente de la manière dont ça s'exprimait par le passé. Donc ça veut dire qu'il faut accepter qu'on va peut-être contrôler moins et que il va falloir lâcher prise sur un certain nombre de choses. Mais attention, je suis pas en train de dire qu'il faut être complètement inconscient et qu'il faut tout laisser faire. Au contraire, ça va supposer l'installation et la mise en œuvre d'un cadre qui vont permettre de rassurer le manager, tout comme le collaborateur, et structurer le travail ensemble différemment. Donc ça va supposer un peu plus de rigueur et de méthodologie, mais en parallèle, quand même, beaucoup de lâcher la grappe et de développement de confiance, c'est moi l'expression, et donc surtout pas de s'amuser à envoyer des mails toutes les 5 minutes pour contrôler ci ou contrôler ça, ou voir si le collaborateur est présent ou pas derrière son bureau. Ça veut dire qu'on va derrière son écran, pardon, ça veut dire qu'on va lancer une autre manière de fonctionner, notamment par le management par objectif. Mais ça, je vais y venir dans les conseils suivants. Eh bien justement, si conseil suivant, alors le numéro 2.
Bon, alors le deuxième conseil que je souhaitais partager, c'est on a commencé par la simplicité. Le deuxième, c'est faire preuve de bon sens. Et encore une fois, ne pas mettre en place une usine à gaz pour rien. La première question, c'est est-ce que le télétravail, c'est une question pour vous, chef d'entreprise? Parce que peut-être que par rapport à la nature de votre activité et aux différents services, c'est très peu une question. Donc peut-être que ça concerne juste quelques personnes dans votre structure et que du coup, il est peut-être pas nécessaire de faire une grosse révolution pour assez peu de choses. Donc Mais ça c'est peut une créer des première chose. jalousies. Alors, ça peut créer des jalousies et c'est pour ça que ça va être important d'avoir une réflexion quand même qui soit globale et puis d'inclure les collaborateurs dans cette réflexion. Ce qui n'est pas très souvent dans la culture des chefs d'entreprise de TPE, PME parce que ils ont souvent tout porté eux-mêmes. Ouais. Ils ont souvent tout créé eux-mêmes. Ils ont souvent, du coup, tout contrôlé aussi eux-mêmes et ils ont l'habitude très souvent, encore une fois, je généralise, c'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est quand même ce que j'ai eu tendance à observer chez mes clients de cette nature. Ils ont tendance à imposer, entre guillemets, ou à faire descendre, en tout cas, à leur pratique, leurs décisions. Et là, c'est une petite révolution en soi parce que ça veut dire qu'il va falloir qu'on se pose ensemble un petit peu pour la réflexion. Alors, pas pour tout, mais pour certains éléments, ça peut valoir le coup quand même d'intégrer les collaborateurs. Là aussi, je vais vous venir. Je vais revenir là-dessus. Je vais développer dans un autre conseil. Mais du coup, le fait de revenir et de faire preuve de bon sens, c'est de se dire, déjà pour le chef d'entreprise en lui-même, se poser ces questions-là. Quels sont les besoins de mon activité? Quels sont les besoins de mon client? En fait, ou de mes clients, de mes parties prenantes. Quel est le moment où nous devons être présents sur site? Qui a besoin de l'être impérativement? Pour quelles raisons? Quel est le sens autour de ça? Quelle est la nature du service qu'on veut rendre à nos parties prenantes? Voilà, à quoi on sert? Et du coup, dans ce contexte-là, quels sont nos besoins de présence et nos besoins de présence, c'est là où on peut se permettre d'être à distance. Il y a la question du coup donc de l'activité et des clients. Ensuite, il y a la question des besoins et des demandes des collaborateurs. Parce que vous pouvez, en tant que vous, chef d'entreprise, ne pas avoir envie de passer sur un mode un peu plus hybride parce que vous êtes plus rassuré par le fait de voir vos collaborateurs sur site. Mais si c'est une demande latente de vos collaborateurs depuis un certain temps, s'ils l'ont en plus vécu pendant le confinement et qu'ils ont été capables de le mettre en œuvre d'une certaine manière pendant le confinement, ou alors si par exemple vous avez des difficultés à recruter dans votre secteur et que le fait de pouvoir recruter quelqu'un qui est dans une autre région mais qui n'a pas forcément envie de venir s'installer dans votre région, si le travail à distance vous permet de solutionner un vide de compétences, ça vaut le coup d'y passer en fait et d'accepter. Donc encore une fois, quels sont les besoins au niveau collaborateur? Et puis une troisième question qui me semble être intéressante, c'est vous. Quels sont, en tant que dirigeant, vos besoins, vos croyances, vos limites en termes de relations dans le management, en termes de rapport à la confiance ou au contrôle? Comment vous vous positionnez par rapport à tout ça? Pour essayer déjà de sentir, même si vous en avez déjà l'intuition, très probablement, là où vous vous sentez à l'aise, là où vous avez envie de lâcher du lest et là où vous n'avez pas du tout envie de lâcher du lest parce que vous ne faites pas confiance. Et pourquoi, justement? Quels sont les éléments qui font que vous n'avez pas confiance? Donc ça, pour moi, c'est le deuxième conseil. 1, de la simplicité, 2, du bon sens. 3 maintenant. Le troisième, d'aller un peu plus loin dans le diagnostic à la fois de votre culture managériale et de vos collaborateurs. On a ouvert un peu le sujet, je m'explique, on a ouvert un peu le sujet avec le fait de vous poser les questions, vous, de vos croyances. C'est pas parce que votre collaborateur est présent de 9h à 17h ou 9h à 18h sur site qu'il n'y a pas de temps de latence et qu'il est forcément efficace. Donc, c'est accepter de repenser que l'efficacité, elle peut être différente de la présence. En France, on est un peu des champions de la culture présentielle, avec des amplitudes horaires extensibles. Ça, j'ai un peu envie de dire que c'est un peu l'ancienne époque. Ce que j'appelle la culture du démineur, vous savez, le petit jeu sur PC. On montre qu'on est là, quoi. On montre qu'on est là. C'est terrible, mais je l'ai vécu, donc je connais. Bah oui, c'est bien dommage, quoi, parce que c'est contre-productif pour tout le monde. Et puis en plus,
ça permet pas non plus au collaborateur d'être efficace sur les temps où il est efficace aussi. Hein. Il y a toute une logique de rythme et de connaissance de soi qui font que c'est pas parce qu'on est là, quoi, en fait. Donc donc ça vaut le coup quand même de se remettre en question là-dessus, d'autant plus que les jeunes générations et même les un peu moins jeunes générations post crise sanitaire et post confinement, il y a des choses qu'elles n'acceptent plus, et ça fait partie des choses qu'elles n'acceptent plus. Ça fait partie des changements un peu profonds de la société, sur le fait d'avoir peut-être retrouvé un peu plus de temps sur la vie personnelle, réinvesti peut-être la vie personnelle, l'accompagnement des enfants, etc. Et donc peut-être d'autres besoins qui ont émergé et qui font que bon, aujourd'hui le présentiel à tout prix, la surprésence pour être présent, tout ça, c'est des choses qui n'ont plus de sens, plus d'intérêt, et c'est de la perte de temps pour rien, quoi, perte de temps et d'efficacité. Donc du coup, on démarre de là. Déjà, vous, en tant que dirigeant, diagnostiquez votre propre pratique. Et après, j'ai parlé de votre rapport au contrôle ou à la confiance. Il est clair que la confiance ne se décrète pas. Il n'y a pas de bouton marche arrêt. La confiance, ça se construit. Et ça se construit par des preuves. Donc, on va pouvoir faire confiance à un collaborateur parce qu'on connaît son niveau d'engagement dans la structure, on connaît son niveau de compétence, on connaît son niveau d'autonomie sur son métier, et donc ça fait partie des choses qu'il vous faut diagnostiquer pour savoir qui vous pouvez laisser tranquille, pour être au clair de qui vous pouvez laisser faire, entre guillemets. Et même quelqu'un qui est profondément compétent et autonome, il aura quand même certains besoins en termes de suivi et de présence, ne serait-ce que des besoins émotionnels ou des besoins de reconnaissance, en fait, associés à ça. Donc ça, c'est quand même important par rapport à votre équipe, par rapport à vos collaborateurs, d'identifier qui est en phase de développement des compétences, qui est autonome et compétent, qui on peut laisser plus tranquille et qui on doit suivre d'un peu plus près, et avec quelle logique, réfléchir à une logique d'accompagnement de ces personnes qui sont peut-être plus jeunes dans leur poste ou qui sont peut-être un peu désengagées en ce moment ou qui vont moins bien dans la société, dans votre entreprise, pour pouvoir apporter un cadre pertinent à ces personnes-là. Donc, il y a une réflexion qui doit s'individualiser. Et ça, en fait, ça va permettre justement de poser une manière de fonctionner sur le partage d'informations, sur la dynamique relationnelle qu'on va instaurer, sur le type de suivi qu'on va mettre en place avec les collaborateurs. Et après, il y a aussi une question qu'il est intéressant de se poser. Dans beaucoup de TPE et de PME que j'ai croisées, il y avait une forme d'hésitation du chef d'entreprise à partager le sens profond, les enjeux auxquels la structure était confrontée, que ce soit en termes de réussite économique ou d'enjeux de compétition, etc., etc. Comme si c'était la chasse gardée du dirigeant et qui devait porter tout seul sur ses épaules cette responsabilité-là. Et dans cette logique-là, qui dit travail à distance dit développement d'autonomie et de responsabilité. Et donc, ça veut dire que si votre entreprise est encore culturellement dans une logique, dans un clivage patron-employé, il faut se poser la question de comment faire migrer et comment donner du sens aux collaborateurs pour rentrer dans une entreprise qu'on porte à bout de bras tous ensemble, parce que les collaborateurs sont conscients des enjeux de la structure, des challenges qu'il faut relever, des difficultés du marché, des besoins des parties prenantes, et qu'on est vraiment une famille qui porte l'entreprise ensemble et non pas un patron qui doit porter tout ça sur ses épaules. Et ça va être quelque chose d'assez déterminant, de progressivement migrer vers ce développement de cette culture de responsabilité globale des collaborateurs, avec bien entendu des choses évidemment le chef d'entreprise reste le chef d'entreprise, mais si les collaborateurs sont associés à cette réflexion, si on leur fait partager le sens profond de l'entreprise et de ses enjeux, eh bien on rentre dans cette démarche d'autonomisation, de responsabilisation du collaborateur, et on rentre du coup dans quelque chose d'efficace en termes de management. C'est parfait. Point numéro 4. Point numéro 4. Alors, une fois qu'on a
que vous avez posé ça, vous, à votre niveau en tant que chef d'entreprise ou en tant que manager, encore une fois, l'idée, ce serait de redéfinir collectivement le cadre de fonctionnement. Et non pas de tout imposer, en fait, finalement. Parce que suite à ce diagnostic, vous allez vous dire, bon, il y a des choses que je peux faire, des choses que je peux pas faire. Vous allez avoir une idée assez précise de ce qui vous semble pertinent, efficace et qui serait bon de mettre en œuvre. Mais il y a un principe de fonctionnement humain qui est que l'être humain fait durablement ce qui vient de lui. Donc, si vous voulez que vos collaborateurs montent à bord et qu'ils soient engagés dans votre structure, qu'ils soient motivés dans votre structure et dans leur mission, mais ça veut dire que ça vaut le coup de leur poser la question de comment ils voient les choses, comment ils pensent qu'il faut travailler ensemble, et ceci autour du sens et du bon sens de l'entreprise. Donc, je reviens sur les questions de départ, quels sont nos besoins collectifs, nos besoins individuels, les besoins de nos parties prenantes, qu'est-ce qui font qu'on va être efficace, qu'on va être performant, et donc, il faut qu'on réfléchisse ensemble à ce sujet-là pour se dire, bah, OK, il y a certaines activités qu'on doit impérativement faire sur place, on doit s'organiser et résoudre ces problématiques-là, développer ces solutions-là ensemble en présentiel. Et il y a certaines tâches, certaines activités, certaines missions que là on peut tout à fait réaliser à distance parce que on est mieux pour les faire à distance. Par exemple, des activités qui nécessitent plus de réflexion, de concentration, moins de contact, mais qui nécessitent plus un repli sur soi. Où là il y a pas du tout de souci, au contraire pour les mener à distance. Donc du coup, accepter de lâcher aux collaborateurs le fait qu'ils prennent des responsabilités pour structurer l'organisation et la mettre à l'épreuve de la preuve. C'est-à-dire que bon, on détermine un cadre et puis encore une fois, on voit si ça marche ou si ça marche pas. Et il y a des choses qui peuvent marcher dans ce cadre déterminé, d'autres qui peuvent être plus lourdes. Bah, tout ce qui est lourd, on le supprime et on essaye de l'ajuster. Mais tout ce qui marche, eh ben, on le garde. Et du coup, c'est tout sauf une logique statique, en fait. C'est vraiment quelque chose de dynamique. On expérimente, on voit si ça fonctionne bien. Et si ça fonctionne pas, eh bien, on ajuste notre mode de fonctionnement. Mais l'idée, c'est de pas réfléchir tout seul et vraiment d'associer les collaborateurs au sens de leur métier, au sens de leur engagement. Et si la décision peut venir d'eux, eh bien, il y a beaucoup moins de résistance. Et puis, du coup, ça ne pose plus sur les seules épaules du dirigeant, parce que c'est facile de se mettre en position de commentateur et de dire bah ouais, ça marche pas, mais c'est normal, voilà. Et puis on a toujours une meilleure solution à proposer. Bah, si tu as une meilleure solution à proposer, propose-la et mets-la en œuvre. Allons-y. C'est vrai que ça changerait un petit peu, ce serait pas mal. Ah bah c'est assez intéressant. C'est un peu plus engageant, on va dire. C'est ça. 5e conseil. Alors, tout ça, tout ce qu'on s'est dit avant, ça permet de poser le terreau de ce qu'on appelle le management par objectif. Et donc, le management par objectif, ça va de pair avec apprendre à déléguer. L'idée, en fait, c'est surtout d'arrêter de faire à la place des autres et de faire ce qui est à faire par qui doit le faire. Ça, c'est une définition du management que j'aime bien poser, de dire que chacun est attendu sur son périmètre spécifique. Le chef d'entreprise, il a un ensemble de missions, de responsabilités qui lui sont propres, il peut pas tout faire. Donc, il y a un certain nombre de tâches qui doivent être déléguées en interne ou en externe. Et puis surtout, il doit pouvoir s'appuyer sur des collaborateurs qui sont les bonnes personnes aux bonnes places sur les bonnes missions. Donc, l'idée, c'est vraiment d'investir, et c'est là qu'on rentre dans une forme de structure et de méthodologie, sur les objectifs de chacun. Est-ce que chacun est au clair de ce qu'il a à faire pour un temps donné? Alors, ce temps donné, ça peut être la semaine, ça peut être la quinzaine, je sais pas ce qui est pertinent pour la structure, mais est-ce que chacun, ça peut être le mois, et ça peut être sous-découpé, c'est-à-dire qu'on peut se fixer des objectifs à 1, 2, 3 mois, et puis après, de manière hebdomadaire, revenir sur le suivi et l'atteinte de ces objectifs, pour s'assurer que les énergies sont positionnées au bon endroit, sur les bonnes choses, et qu'on n'est pas en train de s'éparpiller. Donc, ça suppose un investissement en temps avec le collaborateur, parce qu'il ne s'agit pas juste, quand on parle de management par objectif, il ne s'agit pas juste de dire, voilà, il faut faire ceci ou il faut faire cela. C'est pas ce que vous dites, vous, qui est important, c'est ce que votre collaborateur a intégré, compris. Et voilà, et comment il imagine le mettre en œuvre, avec quels moyens, de quelle manière, sur quelle échéance temporelle, etc. Donc, il faut être assez précis là-dedans et surtout se baser sur la reformulation du collaborateur au-delà de votre propre perception. C'est toujours intéressant de partir du collaborateur pour savoir comment lui voit ses priorités, parce que pour vous, c'est aussi un accusé de réception, pour le dirigeant, c'est aussi un accusé de réception
la vision du collaborateur et de sa maturité professionnelle. Donc, c'est toujours intéressant de faire parler avant d'imposer soi-même son point de vue. C'est un vrai changement de paradigme là, quand on manage par objectif et non plus par le temps de travail. Ça change complètement la vision. C'est tout à fait vrai. Alors, c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire, mais il faut absolument que ce soit comme ça. Mais effectivement, historiquement, en plus, on vient tellement pas de ça que oui, vous avez raison, c'est un changement de paradigme. C'est une révolution parce que bon, c'est pas nouveau, hein, le management par objectif, ça remonte quand même à plusieurs décennies avec les écrits de Peter Drucker. Mais dans la pratique, dans les faits, eh bien, il y a encore beaucoup de structures qui en sont loin. Et pour le coup, ça allège considérablement aussi la vie du manager et du dirigeant parce que ça permet de mettre chacun face à ses responsabilités. Ce qui n'est pas forcément confortable pour le collaborateur puisque du coup ça responsabilise davantage le collaborateur donc il doit prendre un peu plus sur lui. Mais en même temps, c'est plus gratifiant, ça permet de développer les personnes davantage, leur faire prendre des responsabilités, les faire s'engager. Et ça permet surtout aux managers, progressivement, aux dirigeants, d'être sur ce sur quoi on l'attend vraiment. Travailler sur son environnement, travailler sur la relation commerciale, etc., être le fer de lance de l'entreprise, etc. Enfin, être sur les choses où il a une réelle valeur ajoutée par rapport à qui il est et par rapport à sa mission. Est-ce qu'on peut imaginer que certains salariés aient du mal avec ça Bien sûr. Je prends par exemple un exemple qui pourrait être en parallèle, des étudiants par exemple à la fac qui sont un peu entre guillemets livrés à eux-mêmes dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'horaire, ils font ce qu'ils veulent, et puis ceux qui vont dans des écoles on va dire spécialisées, des grandes écoles qui sont plus dirigées parce qu'ils préfèrent ça. Donc j'imagine que pour les salariés ça pourrait être pareil. Il y en a qui pourraient ne pas supporter ça. Alors oui, tout à fait. Et du coup, ça ne veut pas dire, attention, hein, le fait de manager par objectif, ça ne veut pas dire que vous lâchez les rênes et que vous ne suivez plus les personnes et qu'elles font ce qu'elles veulent. Les deux doivent apprendre à travailler ensemble, quoi, en fait, c'est ça. Exactement. Et en fait, ça veut dire que une fois qu'on a fixé les objectifs, il va falloir, et ça c'est même mon 6e conseil. Merci pour la transition. Il va falloir organiser la circulation de l'information, le partage de l'information, la communication et les échanges. Et effectivement, en fonction de la nature de vos collaborateurs, de leur autonomie, de la nature de leur mission, il y a des gens qui vont avoir besoin de beaucoup de suivi, et il y a des gens qui vont avoir besoin de beaucoup moins de suivi, et surtout qu'on les laisse tranquilles parce qu'ils vont pas supporter que vous soyez derrière eux. Donc, il y a certes une réflexion collective à mener sur le cadre. Il y a un principe collectif de circulation d'informations, que ce soit de manière descendante ou que ce soit de manière ascendante ou même de manière transversale. C'est-à-dire qu'il y a des principes de partage d'informations et de communication qu'il faut définir ensemble et pour tout le monde. C'est un principe collectif. Mais après, il y a une logique de suivi qui doit être mise en place de manière un peu plus individualisée, où le manager va pouvoir développer la capacité de ses équipes à rendre compte. Alors, ça c'est important parce que souvent on me dit bah oui mais derrière il faut contrôler, du coup on fixe des objectifs, il faut contrôler. Alors moi j'aime pas cette logique de contrôle parce que je trouve que c'est infantilisant pour le collaborateur. Et c'est pour ça que je parle de rendre compte, c'est-à-dire que le collaborateur doit apprendre à venir lui-même rendre compte à son manager de son travail. Dire, bah, voilà où j'en suis, voilà ce qui marche, voilà ce qui n'a pas marché, voilà les difficultés que je rencontre, j'ai besoin de ton avis sur telle ou telle question. Là-dessus, écoute, je sais vraiment pas comment faire, j'en ai parlé avec un tel, bon, voilà nos alternatives. C'est développer cette capacité par le collaborateur d'auto-analyse de sa pratique, de son métier, de ses actions. Parce que ça veut dire, encore une fois, qu'on développe la responsabilisation et l'autonomie du collaborateur. Parce qu'encore une fois, les êtres humains font durablement ce qui vient d'eux. Donc, le manager ou le chef d'entreprise, il peut avoir un regard sur le travail du collaborateur, comme un parent peut avoir le regard sur le fonctionnement de son enfant. Et il peut lui donner des tas de conseils qu'il va estimer être les bons. Mais le problème, c'est qu'on apprend par soi-même et on apprend par l'expérience. Donc, tant que c'est le chef d'entreprise qui lui dit ce qu'il faut faire, ce qu'il voit, ce qui se passe, eh bien, il y a assez peu de chances pour que le collaborateur arrive à intégrer cette logique. Voilà, ça marche pas. Bah ouais, mais bon, on le fait toujours, hein, parce que
parce que c'est dans la nature humaine aussi, on est prompt à donner de bons conseils, mais en même temps, l'apprentissage, il se fait par l'expérience. Ouais. Et du coup, moi, j'aime bien cette logique de rendre compte plutôt que de contrôle, parce que ça veut dire que, encore une fois, on écoute le collaborateur parler, parce que ça permet à nouveau au chef d'entreprise de savoir quel est le niveau de perception et d'appréciation de son collaborateur. Alors des gens qui n'ont jamais appris à rendre compte, bien entendu, il va falloir les aiguiller. C'est-à-dire qu'il va falloir leur poser des questions, il va falloir institutionnaliser des rendez-vous où on va se mettre un cadre en disant, voilà, par rapport aux objectifs, qu'est-ce qui marche pas. Enfin voilà, quelque chose de simple dans la réflexion, mais qui va guider finalement l'entretien, guider l'échange et qui va permettre. Puisque c'est un entretien, j'aime bien revenir sur le sens des mots, un entretien, c'est fait pour entretenir la relation. Si on porte sa voiture à l'entretien, c'est pour qu'elle continue de bien fonctionner. C'est pareil dans le cadre du fonctionnement avec les collaborateurs. On a une grande maladie, alors je sais pas si c'est une maladie, on a une grande tendance à fonctionner dans l'informel en France. Il n'y a pas qu'en France, mais quand même. Et du coup, c'est quand même intéressant de se dire, sur la structure de ma semaine, je prends un temps en début de semaine pour réunir mon équipe et repartager les enjeux actuels, les informations, les points importants qu'il faut qu'on partage collectivement. Et puis ensuite, je prends un temps individuellement. Donc ça permet ça aussi de reposer les objectifs collectifs, service par service ou unité ou division par division. Et puis, dans un deuxième temps, je prends le temps de rencontrer mes collaborateurs individuellement. Bon, évidemment, si vous en avez 30, ça va être compliqué, donc va falloir faire des sous-strates, il va falloir mettre un petit peu de hiérarchie dans tout ça, un tout petit peu, surtout pas de sclérose, un peu de, quand même, regrouper. Et puis prendre le temps de rencontrer mes collaborateurs pour valider avec eux ce qu'ils ont compris de leurs enjeux, de leurs objectifs et comment ils vont les décliner. Et puis faire le point sur l'état d'avancement de justement ce qu'ils avaient à faire la semaine précédente, là où ils en sont de l'état d'avancement. Et que ça, ce soit institutionnalisé, planifié dans l'agenda. Et peut-être que ça va prendre le lundi et le mardi, ou peut-être que ça va prendre les 2 premiers jours et demi de la semaine pour le dirigeant. Mais ça veut dire que ça va laisser 2 autres jours et demi ou 3 autres jours pour exercer sa mission avec peut-être plus de recul. Et voilà, exactement. Et moins d'interruptions permanentes aussi. Exact. Parce que ça, c'est quand on est présent à 100%, c'est vrai que c'est facile, les portes de bureau sont ouvertes, s'il y a des bureaux. Mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire en fait, quand on est présent, c'est pour cultiver la relation, faciliter l'informel, fluidifier le passage d'informations non institutionnalisées. Voilà, c'est du contact, c'est du tac au tac, c'est du direct. Bon, voilà, on a besoin de ça. Mais si on ne fait que ça, on peut passer sa journée à ne faire que ça et justement ne pas se dégager le temps nécessaire pour être dans la prise de hauteur, dans la stratégie, dans la réflexion un peu plus de moyen long terme, dans l'analyse du marché, dans des choses différentes qui permettent justement de générer de la durabilité aussi et qui permettent peut-être aux dirigeants d'être un peu moins lui-même sous pression, quoi. C'est logique. 7e et dernier conseil. 7e et dernier conseil, l'humain et l'humain. Il y a encore toujours l'humain. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends qu'en fait, tout ça, c'est possible parce qu'on va investir un maximum la qualité de la relation, la qualité de la communication. Alors, attention, quand je dis ça, encore une fois, je suis pas en train de dire qu'on accepte tout et qu'on est dans j'ai coutume d'appeler ça dans de la bisounoursologie. Ouais, c'est pas le manager copain. Alors, on n'est surtout pas là-dedans, voilà. C'est pas ça. Mais on est dans une relation qui est authentique, où on fait attention aux gens, où on les écoute, où on partage l'information, où s'il y a un problème, on est là pour y répondre, où on est dans une forme de respect mutuel et où on va partager aussi de la convivialité, des moments de vie, où on va partager le sens de l'entreprise, où on va être dans une forme de gentillesse. La gentillesse, ça fait pas vraiment partie des choses qu'on retrouve dans les job descriptions dans les entreprises et c'est bien dommage parce que ça fait partie des choses qui sont quand même importantes et qui font qu'on fonctionne bien avec de l'huile dans les rouages ensemble parce que
voilà, on fait attention à son collègue. On est une petite équipe, on a besoin de fonctionner ensemble et de nourrir la vie entre nous, de s'amuser, de prendre plaisir à notre métier, à l'exercice de notre mission et de le vivre dans de bonnes conditions, détendues, etc. Ce qui n'empêche pas, bien au contraire, de nourrir le besoin d'exigence, de performance, de qualité, mais au contraire, c'est ça qui va apporter l'énergie, l'émotion, l'enthousiasme. C'est ça qui va mettre de l'énergie dans le moteur pour pouvoir exercer la mission de manière qualitative et durable et performante, quoi. À vous entendre, on dirait que le manager devient peu à peu une sorte de coach motivateur en fait de ses équipes. Ben, il y a un peu de ça, oui, oui, tout à fait. Là où le manager avait une position centrale, je pense que là, il prend une position effectivement de côté pour amener les équipes à se développer. Donc effectivement, une position un peu de coach pour les accompagner à se développer. Mais attention, il est un peu de côté sur l'aspect développement de la personne, accompagnement et suivi. Par contre, il doit être à fond dans une logique de leadership, de charisme, mais qui s'exprime différemment en fait de ce qui a pu s'exprimer par le passé, où c'est pas je frappe du poing sur la table, ce n'est pas que je frappe du poing sur la table et je descends mes idées et je dis vous faites, mais au contraire c'est peut-être plus autour de cette logique de sens, de challenge, on fait ensemble, de valoriser les équipes, valoriser les personnes, dynamiser l'ensemble, créer un écosystème où c'est l'équipe et le dirigeant et non pas le dirigeant avant tout. Et je pense réellement que tout le monde a y gagné dans cette histoire, y compris en équilibre de vie pour le dirigeant, parce que il y a quand même une souffrance réelle qui existe, et une surcharge réelle qui pèse sur les épaules des dirigeants, et enfin ça pèse pas toujours, mais souvent ça empiète quand même beaucoup sur la vie du dirigeant, et c'est intéressant quand même de se dire que la réussite elle est collective, voilà, ça amène un peu, ouais, tout à fait, ça amène un peu de souplesse. On l'oublie un peu trop. Merci beaucoup Sonia, c'était passionnant. Je rappelle le titre de votre livre, La boîte à outils du management à distance, chez Duno. J'adore les petits dessins, etc. que vous accompagnez, les petits schémas, on comprend très très bien. J'ai l'habitude de terminer en vous demandant toujours quel est votre restaurant préféré. Pour vous, c'est quoi? C'est une bonne question. Alors, avoir un restaurant préféré, ça veut dire avoir l'habitude d'aller dans un endroit spécifique, de manière un peu répétée. Et j'aime pas trop les habitudes. D'accord. Et puis surtout, je trouve beaucoup de belles choses dans plein d'endroits différents. Donc c'est une question difficile que vous me posez. Ok, alors proche de chez moi, j'ai deux enseignes. Donc j'habite dans le Nord, j'habite dans la ville d'Armentières. J'aime beaucoup le restaurant Carrefour Gourmand, qui propose une cuisine de terroir très authentique, très simple, avec une équipe très dynamique, bienveillante et super sympa. Et j'aime aussi beaucoup le Fil Rouge, qui est un bar à vin qui se situe également dans ma ville, et où on mange également très bien, une cuisine peut-être un tout petit peu plus élaborée, mais bonne franquette quand même. Merci beaucoup Sonia. Fin de cet épisode de Podcast Up. Retrouvez tous les autres numéros sur les sites de Up et Duno.com, Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, Deezer, YouTube et les autres. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel invité.